Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue à l'équilibre digital, notre podcast. On est rendu au 14e épisode. Je suis super content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis en compagnie de Maude, mon associé. Comment ça va, Maude? Bien, toi? Yes, toujours. On a décidé de shake things up a bit pour cet épisode-ci. Et on va garder ce format-là pour un épisode par mois. À cette heure, on va se faire une petite discussion, moi et Maud, où ce qu'on aborde des sujets du marketing digital. Puis là, pour l'occasion, pour cette premier épisode-là, sous ce format-là, on a décidé de poser la question sur LinkedIn s'il y avait des questions que les gens, là, des auditeurs et des personnes dans notre réseau sur LinkedIn avaient pour le marketing digital. Quel genre de questions ils se posaient, comment réussir ou des petits trucs comme ça. Fait que, donc, on fait un épisode là-dessus aujourd'hui. D'ici la fin de l'épisode, là, vous en apprendrez plus sur les questions fréquemment posées par rapport au marketing numérique. On parlait de comment analyser la compétition, comment partir votre création de contenu si vous en arrachez, puis comment identifier le mix optimal de plateformes et de publications pour son entreprise et bien d'autres choses. Maud, je te laisse Ça a passer été le là-dessus. fun de voir ça a été le fun de voir les questions puis de les lire. C'est quand même des questions qu'on se fait poser assez fréquemment. Fait que c'est le fun aujourd'hui d'avoir la chance d'y répondre. Donc, il y avait Jean-Sébastien, en fait, qui nous demandait comment bien analyser la compétition dans un monde numérique. Yes, quelle bonne question. C'est pas quelque chose que je pense qui est très difficile à faire. C'est juste d'avoir les bons points de repère, puis de se rendre aux bonnes places pour voir vraiment c'est quoi que tes compétiteurs font. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est vraiment d'analyser c'est qui la compétition, là. Il y a des compétiteurs directs, il y a des compétiteurs indirects. Si je suis un restaurant, mes compétiteurs directs, c'est un resto. Mais faut que je prenne en compte d'autres choses parce que la personne qui va aller au resto, c'est une activité pour cette personne-là. Fait que est-ce que elle va peut-être ditch le resto pour aller peut-être au cinéma cette journée-là. Fait que si j'ai des compétiteurs indirects aussi qui sont dans cette optique-là. Fait que qui sont mes compétiteurs directs? Ça va être plus sur eux que je veux me baser, là, surtout si je commence. Puis je vais essayer d'aller voir justement qu'est-ce qu'ils font en création de contenu, qu'est-ce qu'ils font comme offre, est-ce qu'ils sont sur d'autres choses que juste le monde du marketing digital aussi, est-ce qu'ils font des infolettes, pas des infolettes que je parlais, mais plutôt du public postage, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font, puis essayer de s'inspirer de ça pour bâtir ses propres practices. Fait en gros, là, Ouais, vas-y, montre-moi. mais non, on va sûrement se couper pas mal aujourd'hui. Là, ça va être, Yes. on fait ça dans la vie de tous les jours, fait que ça sera pas différent en podcast, mais en gros, c'est pour compléter ce que tu disais. Justement, la semaine passée, quand je faisais une stratégie, c'est vraiment bon, de faire des recherches, fait que de connaître les compétiteurs, comme tu disais en premier, mais ça va plus loin que ça, c'est d'analyser le type de contenu qu'ils font, la fréquence qu'ils publient, c'est de même aller voir est-ce qu'ils font des campagnes ads, si oui, quelle plateforme ils utilisent. Facebook, on peut aller voir avec la transparence de la page, voir c'est quoi les campagnes qui roulent même en ce moment. Au niveau de Google également. Même un bon indicateur que moi je fais, c'est que, mettons, quand on regarde au niveau des boutiques, on veut voir, bon, est-ce qu'ils maximisent leur vente en ligne? Souvent, les boutiques, par réflexe, qui vont maximiser leur vente en ligne, vont avoir un pixel Facebook parce qu'ils font des campagnes. Donc, même d'aller voir avec un détecteur de pixels, voir s'ils l'ont installé sur leur site, pour nous, ça peut être un certain indicateur qu'ils poussent leur vente ou non présentement, tu sais. Ouais, vraiment voir, tu sais, on parle d'aller regarder la compétition, mais surtout, plutôt de se comparer à la compétition. Fait que regardez qu'est-ce que vous avez comme contenu en ce moment, qu'est-ce que la compétition a. Puis là, si on parle de contenu, c'est ça. Donc, est-ce que sur Facebook, ils ont des posts qui sont pas mal plus engageants que les nôtres? Fait que qu'est-ce qu'on peut prendre de ça puis le mettre à notre sauce pour notre entreprise? Quand Maud aussi a parlé de la transparence de la page, là, pour ceux qui savent pas, il y a il y a un truc sur Facebook qui s'appelle comme ça, transparence de la page. Quand vous êtes sur une page Facebook, vous pouvez, dans la colonne de gauche, si vous descendez, vous avez une section qui s'appelle transparence de la page, et là, vous voyez s'il diffuse des publicités. Il y a un bouton que vous pouvez cliquer pour, si cette entreprise-là diffuse des publicités, pour aller voir quelle publicité elle diffuse présentement. Donc ça, naturellement, ça vous aide beaucoup à savoir quel genre de pub vous pouvez faire et vous en inspirer. Et aussi voir justement si ça fait, par exemple, plus d'un mois qu'une même pub roule, mais c'est parce que vous voyez aussi les dates. Donc, vous
encore plus vous inspirer de ce genre de publicité-là parce que si ça fait longtemps que ça roule, habituellement, les agences qui font des grosses campagnes marketing, grosses campagnes de pub vont pas laisser des publicités rouler pendant un mois. Ils vont faire un roulement de creative et tout ça, que ce soit le texte, que ce soit les Mhm. images et tout ça, puis faire des nouveaux, améliorer leur campagne au D'accord. fur et à mesure. Donc, quand ça fait longtemps que telle ou telle publicité roule, ben, souvent, c'est parce que ça va être très rentable. Et donc, là, on peut s'inspirer de ça pour nous faire quelque chose qui va être en accord avec notre image de marque, notre entreprise et tout ça. Ouais, c'est de connaître un petit peu aussi, tu sais, c'est beau s'inspirer, mais c'est s'inspirer des points négatifs et des points positifs dans le sens que leur stratégie de contenu peut avoir énormément de bon contenu, mais que les gens interagissent pas. Fait d'essayer de voir c'est quoi le positif et le négatif pour vous, vous en inspirer, dans le sens, c'est plus pour vous guider sur un peu quoi faire et quoi ne pas faire aussi à la fois, là. Établissez aussi un nombre de critères à l'avance, puis peut-être utiliser, par exemple, aussi simple que ça, là, une Google Sheet ou une feuille Excel, puis mettre tous les critères que vous voulez analyser. Donc, si c'est sur le site web, c'est, je sais pas combien de pages, les couleurs, tu sais, les couleurs, Call to action. les call to action, qu'est-ce qui est écrit où, est-ce qu'il y a un lien vers leur page Facebook, est-ce que tout ça, au niveau du contenu, mais ça va être les interactions, comme Maud a disait aussi, la fréquence de publication, tout ça, est-ce qu'ils ont rempli leur section, comment ils ont rempli leur section d'information euh, reliée à l'entreprise. Fait que tout ça peut être des trucs, le nombre d'abonnés, par exemple, aussi. Puis établir, peut-être faire une petite note sur chacun, comme ça, quand vous revenez dans cette feuille-là, ben, vous avez comme ceux qui sont comme les gagnants, si on veut. Puis, puis à toutes les fois, revenir à eux pour voir comment les mois suivants, pour voir comment que leur stratégie a évolué, puis s'en inspirer ensuite aussi pour votre truc. C'est pas tout, par contre, d'analyser la compétition, je vous dirais, c'est vraiment, faut vraiment tester vous-même. Faites vos propres tests. Ça veut pas dire que parce que quelqu'un d'autre roule une publicité que c'est une formule gagnante aussi. Donc, c'est vraiment vous allez avoir une meilleure réponse en testant vous-même vos trucs. Par contre, s'inspirer, c'est tout le temps, ça donne tout le temps un point de départ pour justement, mettons, avoir justement une base pour, pour faire des tests et non pas partir de vraiment zéro. C'est correct de sortir des sentiers battus aussi. Si Maxi avait fait un tour d'horizon des autres épiceries avant dans sa stratégie pour s'y baser, il n'y aurait pas la même stratégie aujourd'hui, puis leur stratégie est vraiment bonne. Fait que, Ouais, mais, exact. On parle d'aller voir la compétition directe, mais aussi aller voir ceux qui réussissent vraiment bien sur Facebook. Maxi est un excellent exemple d'une stratégie de contenu qui fonctionne bien. On est beaucoup aussi sur le lait au chocolat, là. Vous allez voir la page du lait au chocolat, c'est carrément le nom de la page, qui est en lien avec les producteurs du lait du Québec. Puis eux autres aussi ont du très bon contenu qui est vraiment tout le temps un petit peu relié aux produits qu'ils ont, mais jamais vraiment axé sur la vente, plus sur l'humour, qui marche vraiment bien sur Facebook. ouais, Puis, très bien adapté à Facebook. ouais, Parfait. ils ont très bien adapté Puis leur, c'est quoi l'outil, Jean-Michel, l'outil que tu avais en Google, en extension Google, en fait, qui permettait de voir des sites qui ressemblaient à lui que tu étais en ce moment, pour ceux, mettons, qui sont en e-commerce, qui veulent se lancer puis qui n'ont aucune idée c'est quoi leur compétiteur. Ouais, ça, c'est une bonne question. Ça s'appelle en fait, je me souviens plus exactement du nom, mais c'est Alexa Rank. Donc, vous tapez Alexa Mhm. Rank Chrome extension. Vous allez avoir, dans le fond, c'est lié avec Amazon. Donc, eux, ils font les sites qui ressemblent à tel site. Par exemple, que vous êtes justement sur le site de Métro, mais vous allez avoir les sites qui ressemblent à ce site-là en ordre. Fait que ça peut vous donner aussi une idée de quel autre compétiteur par rapport au compétiteur que vous avez trouvé, puis faire en sorte que vous gagnez aussi pas mal de temps. Ça vous donne aussi une idée à quel point ce site-là est populaire. Donc, il va avoir le Alexa Rank, c'est pour dire le ranking du site web en termes de trafic. Donc, là, les Facebook, Google de ce monde sont comme dans les top 10 et tout ça, mais si on va voir peut-être par exemple un RDS.ca, là, je écoute le hockey présentement, euh, puis RDS.ca qui est dans les centaines de milliers, puis c'est vraiment un site qui est vraiment, c'est quand même, qui a beaucoup de trafic. On sait que dans centaines de mille, même si on est classé 100 000 et plus, c'est quand même beaucoup de trafic. Fait que là, si on voit que ce compétiteur-là est dans les 100 000, puis que l'autre est dans les 3, 4, 5 millions, mais on va peut-être plus s'inspirer du 100 000 que lui a une stratégie établie, puis peut-être une équipe marketing en arrière de ça, puis tout ça, puis avancer à Oui, partir de là. tout à fait. C'est Bref, une bon. Je très pense bonne qu'on est pas question mal de, avec. Ouais, c'est ça. ouais, une très bonne question de Jean-Sébastien. Je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin que ça pour notre première. Quand même assez fun. Fait que merci Jean-Sébastien pour ta question.
On enchaîne avec une question de François Latulippe qui a écrit en commentaire de la publication dont on a fait référence. Donc, le problème qu'on raconte le plus souvent, et je le cite, en jasant avec des gens en café virtuel, c'est la peur de créer du contenu qui n'est pas à la hauteur. Euh, et là, lui, il cite deux questions que lui-même a entendues. Donc, ça va comme suit. J'ai des sujets sur lesquels je veux m'exprimer, mais je ne sais pas comment. J'ai peur que ce soit poche et où qu'on me juge et où, en fait. Quel genre de publication puis-je faire? Je ne suis pas intéressant, mon domaine n'est pas palpitant. C'est comme plusieurs questions en une, là. Je vais essayer de bien répondre, mais tu sais, je pense que cette peur-là est totalement normale. Si je vais juste me mettre dans la peau, il y a plusieurs années, quand que je commençais sur le web, puis que quelqu'un me disait, faire que tu fasses des vidéos et tout ça, je me disais jamais de ma vie, tu sais. Puis là, on enregistre un podcast aujourd'hui, puis il y a plusieurs vidéos maintenant, puis c'est comme plus qu'on pratique, plus qu'on en fait, mieux que c'est. C'est comme le jogging, là. Donc, c'est sûr que c'est une peur normale, on l'entend vraiment souvent. Puis, tu sais, pour ceux qui ont peur, ce que je dirais, c'est de commencer tranquillement, tu sais, de faire une publication de fois de temps en temps, de fois de temps en temps, de commencer à vous familiariser, puis aussi consulter le contenu dans votre domaine, mais aussi vraiment ce qui se passe en ce moment, par exemple, sur LinkedIn, c'est quoi le type de contenu. Les gens, par exemple, ils racontent beaucoup d'histoires personnelles, mais tu sais, ils me font un lien avec leur professionnel, puis des choses personnelles dans le sens plus en storytelling, que je veux dire. Fait que vous pouvez aussi établir vos limites par rapport à qui je suis prêt ou je suis prête à aller là, mais je suis pas prêt ou prête à aller là niveau vie privée. Puis je suis à vous dévoiler aussi de ce niveau de quel, tu sais, êtes-vous prêt à donner votre opinion vraiment beaucoup, vous voulez susciter de l'interaction. Tu sais, il y a comme plein de questions à vous poser sur vos limites que vous voulez vous poser et vos limités, dans le fond, là. Je sais pas si c'est clair, mais sinon, tu sais, au niveau de quel genre de publication faire. Ben ça, c'est une excellente question aussi. Ce que je vous dirais, c'est que souvent, quand on s'assit puis qu'on se dit, là, je vais créer mon contenu, c'est là que le contenu n'arrive pas, mais il y a souvent certaines situations qui arrivent, vous êtes en meeting avec quelqu'un, puis là, la personne vous dit quelque chose, ou même vous, quand vous êtes en meeting avec quelqu'un, puis que vous interagissez, puis que vous dites une phrase, des fois, cette phrase-là pourrait aider quelqu'un d'autre, puis vous pouvez le noter sur le site, puis dire, je vais en parler, mais c'est pas, je pense que l'erreur, c'est qu'on veut trop créer du contenu qui est dans notre domaine, quand que ça dépend, c'est vraiment, si par exemple vous êtes sur LinkedIn, personnellement, je parle presque jamais de marketing ou c'est une publication sur 10. Tu sais, je vais faire des liens par rapport au marketing, mais ça ne sera pas par rapport à mes services. Fait que je pense que c'est pas mal ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont peur et qui ne savent pas quoi publier, là. Pour vanter là-dessus, on dit souvent qu'on ne fait pas affaire avec des produits ou services, on fait affaire avec des humains. Fait que c'est vraiment tu sais, c'est pas grave que ça soit pas en rapport justement avec ce que vous faites directement. Je pense que vraiment, dans cette peur-là, je vais je vais la mettre en guillemets, mais dans cette retenue-là de faire du contenu quand on veut commencer, mais qu'on sait pas par où se lancer, comme François il dit, je pense que c'est vraiment dans une part de justement la réceptivité de qu'est-ce que ça sera pas intéressant mon contenu. On se dit ça, tu sais, ça sera pas intéressant mon contenu, on, je On sais pas, juge. je sais pas quoi poster, puis c'est vraiment tout le temps c'est, selon moi, c'est vraiment inconsciemment dans la part du jugement de la réception de ce qu'on va publier. Là, 100%. là, je dirais d'arrêter là, puis de pas penser comme ça, même si ça va être extrêmement dur, puis ça, c'est un travail là, en soi d'essayer de se sortir de cette mentalité-là, mais faut pas overthink le contenu, c'est poster, puis vous allez éventuellement savoir. Prenez pas la décision que votre contenu est mauvais avant de l'avoir posté. Prenez la décision que votre contenu est mauvais quand ça fait 5, 10 fois que vous postez sur le même thème et qu'il n'y a pas de réceptivité. Il y a personne qui va vous juger sur un post qui est vraiment moyen, ou même vous, ça va vous aider pour vous donner faire avancer jusqu'à faire du contenu qui va être pertinent pour les autres et tout ça. Puis tout le temps, vraiment, je dirais, on a voté avec le contenu dans le sens que je pense que là, je vais peut-être parler hors de mon chapeau, là, mais je pense que les gens qui ont cette part-là, ça vient aussi du fait que vous voulez trop créer du contenu qui est original, puis qui est vraiment que personne n'a jamais vu, là. Mais la vérité, c'est que c'est pas tout le monde qui consomme n'importe quel contenu non plus. Fait que si j'ai entendu une phrase en écoutant Gary Vee ou si j'ai lu une phrase qui était bonne dans mon livre, ben peut-être que cette phrase-là, en la disant, en la reprenant dans mes mots, ou en partant de cette phrase-là pour moi apporter mon opinion par-dessus, mais là, peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre. Mais pas prendre la décision que ça va l'aider ou non avant en se disant ça sera pas intéressant. Faites-les, puis
Après ça, vous aurez l'insight. Je lis un livre présentement qui est Atomic Habits, puis de James Clear, qui est un livre essentiellement pour prendre des bonnes habitudes, puis qui est vraiment intéressant, que je vous recommande solidement, mais il théorise l'aspect de motion versus action. En fait, c'est donc penser au lieu et faire. Donc, si on pense, on théorise, on planifie, c'est bon. Au début, ça va vous aider à vous donner un petit enlignement, mais il n'y a rien de mieux que l'action pour vous donner vraiment le résultat que vous voulez en bout de ligne. En faisant des actions, vous allez arriver à tu sais, si je pourrais donner un exemple de ça, là, c'est aussi simple que ça, mais ça s'applique dans absolument tout, selon moi. C'est en conduisant pour conduire, pour être bon à conduire, mais vous pouvez pas conduire, vous pouvez pas apprendre à conduire avant de conduire. Vous pouvez apprendre des trucs sur la route, tout ça, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, quand et tout ça, mais tant que vous l'avez pas fait, vous serez pas bon. Vous allez comme avoir des bases, mais il faut le faire pour devenir compétent à quelque chose. Puis c'est la même, ça diffère pas avec le contenu, selon moi. Ouais, c'est aussi de ne pas oublier que le contenu, vous le créez pas pour vous, hein, vous, vous le créez Oui, pour la personne qui va le lire, là. Fait que c'est quelque chose qui peut pour vous dire: «Ah mais c'est trop simple, ça, je le publierai pas», mais ta cible, c'est ce que tu y apprends chaque jour, par exemple. Fait que ça veut pas dire si pour toi, c'est simple, oui, parce que c'est toi l'expert, tu sais? Fait que des fois, on minimise ce qu'on peut apprendre aux autres aussi parce qu'on pense que le contenu, on le crée pour nous et pas pour les autres. c'est vraiment important que tu Hem, viens de dire. Puis je rajouterais juste une petite nuance, c'est que faites quand même du contenu pour vous, en le sens qu'il faut que ça vous tente de dire ce que vous voulez, mais pensez tout le temps à la personne qui le reçoit. Vous faites du contenu aussi parce que vous voulez partager vos opinions au monde. Et donc, je pense qu'il y a tout le temps une volonté de vouloir être au moins un petit peu lu, au moins par une personne. Que c'est whatever. Donc, mais faites du contenu surtout pour vous, mais pensez à votre cible quand vous le faites. fait Si on passe à la prochaine question qui était de Charles. Donc, il dit, ce serait intéressant de savoir ce que vous faites avec vos clients, ce qui marche pas, ce qui change, etc. Donnez votre point de vue puis votre expérience. Ouais, encore une fois, une bonne question de notre ami Charles qui est, c'est ça, qui est une très bonne question. Oui, Ces temps-ci, on pousse beaucoup le Facebook Ads, puis le Google Ads et la création de contenu pour des raisons différentes. Euh, Facebook Ads, surtout pour ce qui est visuel, parce que dans le fond, là, ce qui va plus fonctionner, là, je vais plus parler de moyens, là, mais il y aurait plusieurs angles à cette question-là que je réalise, mais je vais plus parler des moyens marketing par rapport à ce qui marche pas. Euh, Facebook Ads est l'outil par excellence, selon moi, en ce moment, parce que tout le monde est sur Facebook, puis tout le monde consomme un petit peu de Facebook d'une façon ou d'une autre. Puis la différence avec, par exemple, Google, qui a aussi, il y a des annonces en display, là, donc il y a des annonces bannières ou des visuels. Là. La différence, c'est que Facebook est beaucoup plus intrusif dans sa manière de mettre les annonces devant les utilisateurs que Google. Google, ça va être une bannière sur le bord, une bannière en haut, des petits trucs un petit peu sur des apps, un petit peu partout, mais tout le temps vraiment un peu qu'on voit pas ou qu'on est tellement habitué qu'il y a une bannière en haut qu'on la voit plus quand on arrive sur le site qu'on va. Versus Facebook et un petit peu tous les réseaux sociaux en fait là, ils font ça. C'est juste que Facebook, la vérité c'est que c'est la c'est la plateforme la plus populaire. Donc c'est pour ça qu'il faut être là où ce que l'attention allait quand on fait du marketing. Puis l'attention présentement est sur Facebook. Peut-être que ça sera plus ça dans 10 ans, mais là c'est ça. Et les pubs sur Facebook, oui, il y en a sur le côté, mais tu sais, il y a des publicités carrément dans votre dans votre fil d'actualité qui ont l'air carrément des publications aussi. Donc là, on s'assure naturellement qu'en faisant ça, ben, il y a plus de monde qui vont la voir que si c'est sur une bannière qu'on voit plus. Puis, en fait, si on a plus de monde qui la voit, ben, naturellement, on a plus de monde qui vont cliquer, on a plus de monde qui vont convertir, du moins, on a plus de chances. Ça dépend tout le temps, en bout de ligne, de l'offre, du produit, du service et tout ça, mais on a pas mal plus de chances si la personne voit notre publicité que si c'est sur le côté d'un site, puis qu'on est tellement habitué qu'il y ait de la publicité sur le côté des sites qu'on les regarde plus. Fait qu'il y a cet aspect-là. Au niveau de Google, quand je dis Facebook et Google, là, j'avantage un petit peu Google dans ce que je viens de dire par rapport à
ce que vous devriez choisir comme plateforme si vous faites des publicités visuelles, que ce soit vidéo ou carrément des images. Au niveau de, faut juste se demander vraiment à la base quel type de client on a. Il y a des clients que ça va être beaucoup plus sur, il y a un type de client, un type d'industrie que ça va être beaucoup plus sur du Google, mais du Google en recherche par mots-clés. Donc si c'est tout le temps de se demander qu'est-ce que votre client dans le fond recherche comme comment je vais faire ma phrase. Il fait Comment ses recherches. Ouais, comment que le client de l'entreprise, dans le fond, là, que les prospects et tout ça, comment il arrive au produit? Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est moi qui crée un besoin? Donc, si par exemple c'est du linge, ben, ça va être bien rare qu'on va marquer T-shirt sur Google. Puis, anyway, il y en a tellement de marques de vêtements que quand que je crée une nouvelle marque de vêtements, mais naturellement, il faut que je la fasse connaître. Et là, qu'est-ce qui me fait en sorte que je peux la faire connaître? Ça va être du Facebook Ads, ça va être des images, ça va être des vidéos. Pour ce qui est, par exemple, c'est souvent ça, mais de la location de containers ou beaucoup, en fait, de services, là, par exemple, les toitures ou des choses, par exemple, en construction, mais si j'ai besoin pour une toiture, si je connais pas personne, puis que j'habite à Mirabel, on va prendre ma ville en exemple, ben, je vais taper toiture Mirabel sur Google. Puis là, naturellement, moi, si je suis une entreprise de toiture, ben, je veux être là. Fait que je vais aller chercher les mots-clés en Google Ads pour m'assurer que je sors premier. Puis je vais faire aussi du SEO en parallèle pour essayer éventuellement d'aller chercher tout ce beau monde-là en organique plutôt que de payer pour des pubs ou les deux. Mais donc, en faisant du moins, en payant pour ces mots-clés-là, ben, on va s'assurer d'être devant en premier, ou dans les premiers du moins, s'assurer d'avoir les clients qui nous voient directement quand ils font leur recherche. Pour ce qui est de la création de contenu, ben, on est plus dans vraiment, pas, moins dans la vente à court terme, mais plus dans le branding à long terme. Et là, on veut créer une appartenance à la marque, puis il n'y a rien de mieux que le contenu pour faire ça. Donc, puis après ça, c'est de savoir justement quelle plateforme va être les mieux pour le persona qu'on a, donc l'audience qu'on veut aller cibler. Donc, est-ce que cette personne-là est sur TikTok, est sur Facebook, est sur Pinterest, puis là, d'aller se mettre là avec le contenu pour être directement dans leur face avec notre nom d'entreprise. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à ajouter là. Tu sais, c'est vraiment ça dépend des industries. Il y a certaines choses qui peuvent fonctionner pour quelqu'un puis fonctionnent pas pour l'autre. Puis la même technique peut fonctionner super bien pour une industrie, mais pas du tout pour l'autre. Fait que c'est vraiment bon de connaître votre persona, ça on l'avait déjà mentionné. Mais aussi, il y a des tests à faire, comme par exemple quelqu'un qui est toiture. Je veux dire, Facebook Ads pourrait bien fonctionner, mais Google aussi. Fait que c'est de voir aussi lequel rapporte le meilleur retour sur investissement. Fait que, évidemment, du marketing, c'est du testage aussi, là, donc il y a beaucoup de tests. Je compléterai avec ça. C'est difficile, tu sais, de dire quel type de client fonctionnerait où ou non, parce que j'ai vu un peu, de par notre expérience, on a vu un peu tout n'importe où. Tu sais, j'ai vu des coachs sur LinkedIn, mais je l'ai vu aussi sur Instagram, je l'ai vu dans les groupes Facebook. Tout, tout, un, tout un potentiel de fonctionner. Je pense on vient à ça, puis on va revenir souvent, mais c'est ça, là, c'est d'aller tester. Maintenant, c'est difficile de tester, surtout quand on commence et qu'on est seul, de tester 27 000 affaires en même temps. Mais il y a probablement un moyen de faire marcher. J'ai vu aussi de la location, pour revenir à mon exemple de location de container, j'ai vu de la location de container sur LinkedIn. Là. Tu sais, il fait du contenu là, ça fonctionne bien, il y a un retour. C'est étonnant, j'aurais pas pensé ça a priori. J'aurais peut-être été directement, pour revenir à ça, avec du Google Ads Search. Mais, tu sais, il y a pas de, il y a pas de plateforme de trop, là. Tu sais, si on a de la visibilité un peu partout, mais c'est sûr qu'on gagne en bout de ligne, ça revient souvent à une question de temps. Mais, je vois pas vraiment d'industrie fonctionner mieux ou moins bien. Souvent, ça va être vraiment de par la nature de l'offre là, qu'il y a un choix à faire au niveau des plateformes au début si on veut focuser sur une, mais ces entreprises-là de toiture, que je reviens à cet exemple-là, pourraient aussi faire un offre sur Facebook puis que ça fonctionne bien. Là. Il va falloir faire du bon ciblage. Si vous avez des listes de clients aussi, ça va aider pour faire des audiences similaires, mais il y a moyen d'essayer ou du moins pour voir évaluer le retour, puis après ça, choisir la plateforme qui est le plus payant, puis mettre la plupart de son budget là. Mais ça ne veut pas dire que les autres plateformes ne vont pas être rentables non plus. Tout à fait. Je pense que ça complète bien la question. Yes. Fait on va enchaîner avec la question numéro 4, qui est notre dernière question pour la journée, qui vient de Hélène Sarah, qui dit, qui nous demande en fait comment identifier le mix optimal de plateformes
et de publication pour son entreprise. Elle dit que c'est une question assez complexe qui mérite d'être adressée par des professionnels, mais ce serait intéressant d'avoir une discussion et des pistes de solutions sur le sujet. Donc, comment identifier le mix optimal de plateforme et de publication pour son entreprise, Maude? Ben, c'est une question qu'on se pose encore. Ben, c'est pas qu'on se la pose, c'est juste que les algorithmes changent à travers les années. Fait que, tu sais, peu importe, on essaie de suivre les algorithmes le plus souvent possible. Et là, Jean-Michel et moi, on risque de peut-être s'estimer dans Oui, le ça va être le podcast pour fun, la cette première question-là. fois. Merci, Hélène. Donc, tu sais, par le passé, il y avait énormément de gens qui disaient publier, publier, j'ai déjà entendu 5 fois par jour, puis tout ça, puis c'était peu importe le contenu publié. Ça venait du fait que, il y avait pas assez de gens qui créaient du contenu pour le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, un petit peu comme qu'on retrouve sur LinkedIn en ce moment. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu pour le nombre d'utilisateurs. Les algorithmes ont changé, la portée de publication, la portée, dans le fond, a diminué aussi. Donc, ce que je dirais, c'est pour trouver l'équilibre là-dedans, c'est selon le temps que vous avez disponible. Donc, que ce soit avec, que si vous faites affaire avec une agence, c'est une question de budget aussi. Et selon la pertinence, qu'est-ce que vous voulez publier. Parce que si vous avez tout le temps du monde et vous publiez plein de choses, mais que c'est pas intéressant, malheureusement, c'est que du contenu pour créer du contenu, puis ça fonctionne pas. Fait que, ça, dépendamment aussi de la plateforme. Donc, moi, sur LinkedIn, je vous dirais 1, 2 à 3 fois semaine, c'est l'idéal. Sur les autres plateformes, ça va vraiment dépendre de votre temps à vous et de comment vous êtes capable de susciter de l'engagement. Comme par exemple sur Facebook, c'est ça qui va faire que vous allez un peu déjouer l'algorithme. On revient au fait de Maxi. Tantôt, vous irez voir la stratégie du contenu ou le au chocolat, c'est vraiment ça, susciter de l'engagement. Ça fonctionne très bien. Fait que c'est ça. Je dirais que c'est vraiment un équilibre entre oui, le plus souvent possible, mais que ça reste pertinent puis que ça reste possible de faire selon le temps et le budget que vous pouvez adresser, puis aussi selon les résultats que vous avez. Si par exemple, vous voyez que c'est votre plus grande source de revenus, que votre contenu il fonctionne super bien, que c'est par là que les gens vous contactent, bien, peut-être que ça vaut la peine d'investir plus de temps, plus d'efforts dans votre stratégie de contenu parce que c'est votre porte d'entrée pour les clients. T'sais. Fait que ça va voir aussi au niveau de la rentabilité de votre côté. Quelle bonne réponse. On y allait à la blague là, parce que Maud, il y a plusieurs écoles de pensée. Moi, je suis plus post et Maud est un petit peu plus sur la comment je dirais ça, Maud? Sur, Hum, je sais pas. Ben, en fait, c'est que c'est plus dans la. Ouais, non, je sais pas comment l'expliquer, en ouais. fait, Parce que je tu sais, pourrais pas. les deux, on se rejoint par contre sur Ouais. le fait qu'il faut que ça soit des postes de qualité. Puis là, on va revenir à l'autre question de tantôt overthinker pas la qualité, puis laisser votre, euh, votre communauté, votre réseau décider de qu'est-ce qui les intéresse avant de décider pour eux. Mais au niveau du nombre de plateformes, là, je vous dirais que moi, je suis vraiment un adepte plutôt de la quantité, là, tant pour autant que c'est pertinent. Mais ça va vraiment en fonction de votre temps et de vos ressources. Il y a pas de meilleure réponse à donner que ça. Si vous avez de, si vous êtes seul, ben, je vous conseille de plutôt commencer par une ou deux maximum, puis de mettre au moins 80% de votre temps à des trucs qui fonctionnent. Donc, si c'est LinkedIn, ou Facebook, votre plateforme qui fonctionne le mieux, puis que vous avez commencé à builder, puis c'est celle qui vous donne le plus de retour au début, mais mettez 80% de votre temps là, puis peut-être un autre 20% à explorer d'autres avenues. Euh, mais dans un monde idéal, selon moi, le plus de visibilité qu'on a partout, le mieux ça va être parce que c'est quelqu'un qui va vous voir à plusieurs endroits dans un court laps de temps, mais il va vous accorder par le biais de comment ça fonctionne la vie, là, il va vous accorder une certaine réputation juste parce que vous avez vu à plusieurs places en même temps. Si je vois une annonce à la télé, puis qu'après ça, je le vois sur Facebook, puis qu'après ça, je le vois sur un panneau d'autoroute, je me rappellerai plus que je l'ai vu à la télé, à moins que ce soit vraiment une pub qui est mémorable, puis sur Facebook. Mais là, en le voyant en le voyant sur le panneau d'autoroute, inconsciemment, moi, je vais me dire, tabarouette, c'est donc une compagnie populaire, ça. Parce que notre cerveau est comme habitué de l'avoir un petit peu partout. Fait que ça revient à ça. Donc, si quelqu'un consomme 6 réseaux sociaux, pardon, puis il vous voit sur les 6, mais naturellement, là, il va vous accorder une certaine réputation déjà sans vous connaître pratiquement. Donc, si quand elle vous connaît, donc elle vous accorde déjà une réputation, ça va être beaucoup plus facile de se faire aimer ensuite et après ça de se faire acheter. Donc il y a cet aspect-là.
Après ça, quelle plateforme? On y a répondu un petit peu tantôt, mais ça va vraiment selon ce que vous êtes le plus à l'aise, je vous dirais. Et pour ce qui est du nombre de publications, ben là, c'est là que moi, j'irai en quantité. Après ça, ça vient à un nombre de temps. Tu sais, moi, j'essaie de poster une fois par jour, puis souvent, je n'y arrive pas, même si, selon moi, ça devrait être plus que ça. Mais ça dépend aussi de la plateforme. Je ne vous conseillerais pas de publier une fois par jour sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook. À moins que vous ayez vraiment un haut retour là, sur chacune de vos publications. En termes de. Parce que justement, l'algorithme, et moi je suis du genre à pas vouloir overthink l'algorithme non plus, mais parce que l'algorithme va vous faire mal en bout de ligne avec les posts qui sont un peu moins reçus. Par contre, sur LinkedIn, sur TikTok, en story, Instagram, là, je vous dirais que la quantité, ça viendra pas tant vous faire mal que ça. Au contraire, parce que justement, sur LinkedIn et TikTok, présentement, puis on arrive peut-être vers la fin de ça, là, mais sur LinkedIn et TikTok, il y a beaucoup plus de gens qui consomment le contenu présentement qu'il y a du monde qui poste. Donc, vos posts ont tout le temps plus de chances de se faire voir par plus de monde, alors que sur Facebook, il y a tellement de contenu, même si malgré qu'il y a beaucoup de monde qui en consomme, que beaucoup de posts vont se perdre. D'ailleurs, juste le taux d'engagement sur Facebook est vraiment astronomiquement bas, juste sur vos abonnés à vous, il oscille entre du 3 à 5 Donc, en fait, je me suis trompé de ça. Le 3 à 5 c'est les gens qui voient votre publication en moyenne sur les pages Facebook. Donc, juste 3 à 5 de vos abonnés en moyenne sur Facebook voient vos publications. Donc là, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon d'avoir des posts qui vont devenir virales, alors que sur LinkedIn et TikTok, vous avez plus de chances justement de pouvoir voir parce qu'il y a tellement de monde qui consomme beaucoup de contenu. Sur TikTok, ça se consomme tellement rapidement. Puis sur LinkedIn, il y a juste peu de monde qui publie. Présentement, ça commence de plus en plus à pick-up, là, mais il y a encore beaucoup plus de monde qui consomme que qui publie. Donc, des fois, vous allez avoir des posts qui, nowhere, ont 2 fois plus et plus d'impressions que de personnes que vous avez dans votre communauté, alors que ça sort de nulle part. Parce que justement, une personne dans votre communauté, elle like le post, puis là, à cause de ça, juste parce que cette personne-là, elle like le post, il y a tellement pas beaucoup de contenu sur LinkedIn que la personne dans son réseau va voir aussi le post juste parce que une de ses connexions l'a aimé. Puis là, c'est ça qui fait en sorte que la viralité elle prend son ampleur, là. Donc, je vous dirais que ça dépend du type de plateforme et même du type de publication sur la plateforme, là. Comme je disais sur Instagram, story versus post, je ferais pas des milliards de posts par jour, mais des stories, je serais peut-être plus à l'aise d'en faire un 2, 5, 10, là, sans problème, dépendamment. Encore là, on revient tout le temps à une idée de pertinence dans ce cas-là. C'est bien répondu. On a tous bien répondu aux questions, hein, Jean-Michel. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent. Comme vous dites, c'est la première fois qu'on faisait ce format-là, donc ça va être à refaire, c'est clair. Si jamais vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi poser vos questions directement en privé, même sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir d'y répondre dans le podcast. Ouais, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, JM Lépine puis Maud Belval, puis venir nous poser des questions en privé, puis on pourra aborder ça au cours de notre prochain podcast avec ce format-là. Puis n'hésitez pas non plus à nous dire comment vous avez trouvé ça, puis comment vous avez trouvé l'épisode, puis si ça vous a donné un petit peu de jus pour aligner votre stratégie de contenu ou un petit truc quelconque. Puis si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à venir nous le dire non plus, ça va nous faire ça va nous faire un petit plaisir là, de savoir que une des phrases qu'on a dit vous a aidé à quelque chose. Donc, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là, puis on se revoit au prochain épisode. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.